Pour le groupe GDR, la parole est à Roland Museau. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, quand dans tant d'autres pays voisins, un vote a eu lieu sur l'opportunité d'entrer en guerre avec la Libye, ici, dans notre belle démocratie, on ne donne que quelques minutes de temps de parole à la représentation nationale pour s'exprimer. Que penser d'une telle parodie de consultation démocratique alors que notre pays est déjà entré en guerre ? Ce débat est néanmoins l'occasion pour nous d'exprimer à nouveau notre solidarité avec les peuples arabes en lutte en général et avec le peuple libyen en particulier, mu par un souffle de libération aussi profond que légitime. Cette solidarité avec le peuple libyen ne saurait pour autant annihiler tout esprit critique à l'endroit du comportement de notre propre pouvoir exécutif, dont les choix diplomatiques sont illisibles, contradictoires et aboutissent in fine à altérer notre crédibilité internationale. Un déclin que semble signifier l'ultime épisode de l'entrée en guerre de la France contre la Libye dans le cadre de la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU. Au-delà de l'élan politico-médiatique de ces derniers jours, l'intervention militaire en Libye repose sur deux fictions. L'Élysée et ses porte-paroles, repris avec une certaine cécité par la majorité des médias, prétendent qu'il y aurait une unité de la communauté internationale pour soutenir les bombardements en Libye. Au mieux, il s'agit là d'une erreur d'analyse. Permettez-nous en effet de souligner les méfiances et les oppositions qui s'expriment autour de cette intervention militaire. Il suffirait de rappeler ici la position de certaines puissances mondiales, comme l'Inde, la Chine, la Russie, qui refusent de soutenir l'offensive militaire. Mais l'attitude d'autres pays est plus significative encore. Il y a d'abord l'Allemagne, première puissance européenne, qui s'est abstenue sur la résolution lors du vote du Conseil de sécurité. Son vice-chancelier et ministre fédéral des Affaires étrangères résumait au Guardian sa position en ces termes, je le cite, « Une solution militaire semble très simple, mais elle ne l'est pas. C'est risqué et dangereux, les conséquences peuvent être imprévisibles. Nous admirons la révolution tunisienne, mais nous voulons que tous ces mouvements soient renforcés et pas affaiblis. Examiner des alternatives à un engagement militaire, ce n'est pas ne rien faire. » En cela, l'Allemagne rejoint le Brésil, première puissance sud-américaine, qui s'inquiète par la voix de son ambassadrice à l'ONU du risque d'exacerber les tensions sur le terrain au détriment des populations civiles que nous sommes engagés à protéger. Les Brésiliens insistent sur le caractère spontané des révolutions arabes et alertent sur le risque d'en changer le récit, ce qui aurait de sérieuses répercussions pour la Libye et le reste de la région. Des pays d'Amérique latine ont fait savoir le 19 mars dernier qu'ils rejetaient, je les cite, toute intervention militaire en Libye. Le chancelier argentin Héctor Timerman a mis en cause le fait que ces attaques contre le territoire libyen, menées par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, n'aient pas fait l'objet d'un large débat au Conseil de sécurité ou à l'Assemblée générale des Nations unies. Le président uruguayen a quant à lui qualifié de lamentable l'attaque des forces armées de ces mêmes pays. Surtout, cette offensive militaire interpelle les peuples de la région qui rejettent la figure dictatoriale de Kadhafi, mais qui refusent également de cautionner toute nouvelle expression de l'impérialisme occidental. Le chef de la Ligue arabe, M. Amer Moussa, a critiqué dimanche les bombardements occidentaux sur la Libye, estimant, je le cite, qu'il s'écarte de l'objectif d'instauration d'une zone d'exclusion aérienne et ce que nous voulons, rajoute-t-il, c'est la protection des civils et pas le bombardement de davantage de civils. D'ailleurs, en Tunisie, la presse prononce un verdict sévère contre les bombardements aériens, craignant qu'ils plongent le Maghreb et le Moyen-Orient dans l'instabilité, allant même jusqu'à redouter que cette action fasse de la région une zone de tension et une base avancée pour les forces impérialistes qui n'ont pas intérêt à voir la région vivre un sursaut social révolutionnaire, nationaliste et démocratique, et rajoute « et souille la bataille du peuple libyen contre la junte corrompue ». La Turquie également a fait connaître son opposition à l'option militaire. L'Union africaine a quant à elle réclamé la fin des opérations militaires contre le régime libyen en rappelant que la communauté internationale avait rejeté son offre d'envoyer une délégation de paix en Libye. Dès lors, quel objectif vise cette fiction d'unanimité internationale? Il s'agit de masquer la réalité politique et géopolitique de cette guerre, qui n'est rien d'autre qu'une intervention occidentale menée par des ex-pays colonisateurs.
La seconde fiction sur laquelle repose cette offensive militaire consiste à faire de la France et de Nicolas Sarkozy en particulier la force d'impulsion, de conception et de décision à l'origine de cette opération militaire. Or, la réalité est cruelle pour l'orgueil national et le narcissisme de notre président. En effet, nos concitoyens doivent savoir que dans cette opération, notre pays n'est ici que le bras armé des États-Unis. Le Washington Post, mais oui, mes chers collègues, le Washington Post et le New York Times résument parfaitement l'ordonnancement des événements. Ce sont les États-Unis et eux seuls qui ont décidé de se lancer dans l'opération diplomatique visant à faire adopter la résolution du Conseil de sécurité décidant de l'emploi de la force en Libye. S'ils ont créé les conditions pour laisser croire que la France était le leadership dans cette affaire, c'est parce que cela arrangeait bien le président Obama. Et contrairement au Sterling concocté par l'Élysée, ce sont bien les Américains qui commandent dans cette aube de l'Odyssée, sous les ordres du général américain Carter Ham. Aujourd'hui, il est même question que les forces armées passent sous commandement de l'OTAN. On ne pourrait rêver mieux pour envenimer encore un peu plus la situation. Une fois encore, n'en déplaise à la majorité de cet hémicycle, cette guerre contre la Libye où la France apparaît comme en étant l'instigatrice s'inscrit dans la récente série noire d'incohérences de notre diplomatie française qui lui a fait perdre tout son crédit international. D'abord parce que personne n'a la mémoire courte, même si certains peuvent être frappés d'amnésie passagère. Cette nouvelle guerre n'est-elle pas officiellement, du moins, comme le prétend le président de la République, le moyen de se débarrasser d'un affreux dictateur sanguinaire? Pourtant, n'est-ce pas le même président qui a signé différents partenariats avec Mouammar Kadhafi en juillet 2007, dont un partenariat industriel de défense prometteur pour les sociétés d'armement françaises et pour les affaires de M. Dassault? N'était-ce pas, mais vous pouvez râler, ça ne change rien, n'était-ce pas un ami que le président de la République et le président de l'Assemblée nationale recevaient avec les plus grands égards en décembre 2007, quand pour notre part nous dénoncions et boycottions avec la plus grande fermeté l'invitation du dictateur libyen? N'est-ce pas deux membres du gouvernement actuel, M. Ollier et M. Guéant, qui furent les artisans de ce rapprochement? N'est-ce pas l'actuel ambassadeur de France en Tunisie qui venait sur les plateaux de télévision défendre ce criminel en se vantant que celui-ci l'appelait mon fils? Et qui annonce que la France reconnaît le gouvernement d'opposition libyen? C'est M. Bernard-Henri Lévy et le Conseil transitoire libyen, au moment même où notre ministre des Affaires étrangères négociait une position commune avec nos partenaires européens. Comment peut-on espérer que l'on prenne au sérieux notre politique étrangère dans ces conditions? On peut dès lors se demander si cette reconnaissance a été envisagée comme il se devait. En effet, la seule chose que nous savons avec certitude de ce Conseil transitoire libyen, c'est que son président est un ancien ministre de la Justice de Kadhafi, que son chef d'état-major est un ancien ministre de l'Intérieur et que d'autres préfèrent conserver l'anonymat. N'était-il pas nécessaire, là encore, que notre pays prenne plus de précautions, ou en tout cas qu'il ne décide pas à la place du peuple libyen qui est en capacité de le représenter? Notre politique étrangère met aussi et surtout en évidence une politique de deux poids, deux mesures en matière de droit d'ingérence. La politique étrangère française a fait valoir le principe de non-ingérence pour justifier son silence assourdissant et son immobilisme lors du soulèvement du peuple tunisien. Une non-ingérence d'autant plus justifiée qu'il s'agissait d'une ancienne colonie française. Mais le gouvernement français n'hésitait pas dans le même temps à proposer au dictateur Ben Ali le savoir-faire de nos forces de sécurité et à réclamer la démission de Gbagbo, s'immisçant ainsi directement dans le processus électoral ivoirien. Incohérence toujours et encore de notre politique étrangère quand nous voulons être les premiers à lancer des tapis de bombes sur un pays qui ne nous a pas déclaré la guerre et quand notre diplomatie est totalement muette face à la violente répression du mouvement populaire au Bahreïn par le régime du roi Hamad Ben Issa al-Khalifa ou encore face au massacre de la population civile par le régime du président Saleh au Yémen. Pourquoi ne réagissons-nous pas avec humanité et discernement quand l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis, pétromonarchie amie, aident Bahreïn à écraser la révolte citoyenne? Pourquoi n'y a-t-il pas d'interdiction de l'espace aérien pour protéger Gaza de l'aviation israélienne et ses 1500 morts? Vous l'aurez compris, messieurs les ministres, mes chers collègues, notre voix ne s'associera pas à la vôtre pour soutenir dans un unanimisme béat l'intervention militaire en Libye.
Nous sommes intransigeants, fallait vous poser la question avant, chers collègues. Nous sommes intransigeants sur la condamnation du régime libyen qui réprime son peuple et nous jugeons à cet égard légitimes les sanctions votées par l'ONU contre le régime. Contrairement à vous, nous n'avons pas changé d'avis sur l'opinion que l'on peut se faire d'un dictateur sanguinaire comme Kadhafi. Et demain non plus, nous ne changerons pas d'avis, quand bien même la majorité nous promettrait, la main sur le cœur, que l'homme serait redevenu à nouveau fréquentable, parce qu'il pourrait sauver notre pays en crise. Nous ne sacrifierons jamais les peuples au nom de votre pragmatisme. En revanche, le discernement nous conduit à condamner les frappes militaires sur la Libye, à laquelle la France participe, soutenue par la majorité des forces politiques françaises, avec un entrain qui frise l'indécence. Nous restons convaincus, avec l'écrivain algérien Boualem Sansal, que la guerre entre le bien et le mal n'a jamais profité qu'au mal. Et pour nous, la décision de bombarder la Libye soulève la question incontournable des risques d'engrenage et de confrontation militaire élargie, avec toutes les conséquences désastreuses que l'on connaît pour les populations civiles. La tragédie qu'a connue et que connaît aujourd'hui le peuple irakien est encore trop présent en nos mémoires pour ne pas nous conduire à la plus grande des prudences quand le choix de la guerre est préféré aux initiatives qui privilégient les sorties de crise sans intervention militaire. Nous espérons de toutes nos forces que cette guerre ne conduira pas le peuple libyen à regretter dans quelques mois le régime de Kadhafi, comme ce fut le cas pour les Irakiens. La résolution 1973 prévoit le gel des avoirs libyens, l'interdiction de voyager de ses dirigeants, un embargo sur les armes, un appel à cesser le feu, des poursuites devant la Cour pénale internationale et une zone aérienne d'exclusion. Autant de mesures légitimes pour étouffer le régime libyen et protéger les populations civiles. Mais elle ne s'en tient pas là, puisqu'elle autorise dans son paragraphe 4 les États membres à prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la zone d'exclusion aérienne, un membre de phrase qui ne vous aura pas échappé, qui justifie pour la coalition les bombardements aériens aujourd'hui et quoi demain? Et demain, une offensive terrestre dont les conséquences seraient catastrophiques? La Russie et la Ligue arabe ont d'ores et déjà dénoncé cette lecture de la résolution et estimé que la coalition excédait le mandat de l'ONU de faire respecter une zone d'exclusion aérienne. Faire respecter une zone d'exclusion aérienne n'impose pas d'avoir recours à des bombardements qui immanquablement feront des victimes civiles. Il n'y a pas de guerre propre. Plus personne ne peut croire au mythe des frappes chirurgicales et à celui de la guerre propre et en direct à la télévision. La France a mis le doigt dans l'engrenage, elle devra porter la responsabilité d'un échec, tant devant le peuple libyen que devant le peuple français, si l'option choisie nous conduit à un tel enlisement. La légèreté dénoncée par les nations étrangères, au premier rang desquelles l'Allemagne, l'Inde, la Russie ou le Brésil, je le rappelle, nous conduit à nous interroger sur les objectifs réels poursuivis. Tant des questions essentielles restent aujourd'hui sans réponse. Quelles sont, Monsieur le Premier ministre, les capacités de frappe de Kadhafi? Est-il envisagé à un moment d'en passer par une action juridique ou politique pour sortir de la crise? La réalité anthropologique de la Libye a-t-elle été prise en compte avec tous les risques d'affrontements tribaux? Les leçons du fiasco somalien ont-elles été tirées? Le pire a-t-il été envisagé? Quel est le plan dans l'hypothèse probable d'un enlisement, d'une partition du pays et d'une division de la communauté internationale encore plus marquée qu'elle ne l'est aujourd'hui? Trop d'incertitudes pèsent sur cette intervention militaire et ses conséquences. Le risque d'une escalade est trop grand. Et s'il y a un prix à payer dans l'avenir, il faut souhaiter que ce ne soit pas le peuple libyen qui paye. Il paye déjà cher, trop cher, le maintien d'une dictature dont il ne veut plus. Du reste, nous ne cautionnerons pas la moindre intervention qui viserait, comme de plus en plus de voix l'affirment au-delà de nos frontières, qu'à faire main basse sur le pétrole libyen, en instrumentalisant son peuple et en passant par la scission du pays. Les députés communistes et républicains font aujourd'hui preuve de courage politique en refusant de mêler leur voix à l'unanimisme béat et aveugle qui rassemble, semble-t-il, autour du président Sarkozy et l'entrée en guerre de la France. Car comme le dit fort justement Ronnie Broman, jamais des bombardements n'ont permis d'installer la démocratie ou de pacifier un pays.